4 hommes, parmi les 8 au moins, qui sont passés à l'attaque. Ils étaient répartis en 3 équipes distinctes. Premier commando à entrer en action, celui du Stade de France. 3 kamikazes. Ont-ils été empêchés de rentrer dans le stade? Sont-ils arrivés en retard? À 21h20, le premier actionne sa ceinture d'explosifs en face de la porte D. À côté du corps, les enquêteurs retrouvent un faux passeport syrien. Voici le visage du kamikaze, photographié il y a un mois par les services d'immigration grecs. 20 minutes plus tard, face à la porte H, le deuxième membre de l'équipe se fait sauter. Aucune information sur lui pour l'instant. 21h53, le troisième kamikaze déclenche sa ceinture près du McDonald's, non loin du stade. Identifié grâce à ses empreintes, il s'agit de Bilal Adfi, un Français inconnu des services de renseignement. À cet instant, une deuxième équipe sème la terreur depuis une demi-heure dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Elle compte au moins 2 individus, probablement 2 frères, Salah Abdeslam et son aîné Brahim Abdeslam, 2 Français résidant en Belgique. La présence d'un troisième homme n'est pas confirmée. À bord d'une Seat noire, il s'arrête à 21h25 rue Bichat, ouvre le feu contre les terrasses d'un café et d'un restaurant. Il rembarque. 7 minutes plus tard, même scène d'horreur, rue de la Fontaine au Roi. À 21h36, le commando vide ses chargeurs sur les clients d'un café dans la rue de Charonne. 4 minutes plus tard, à 21h40, Brahim Abdeslam, seul, s'assied calmement à la terrasse du café Voltaire et se fait exploser. A-t-il actionné par erreur son détonateur? Avait-il une autre mission? Était-il celui qui devait semer la mort dans le 18e arrondissement? Comme le mentionne le groupe État islamique dans sa revendication, les enquêteurs vont devoir éclaircir ce point. Reste un homme, Salah Abdeslam, lui seul est resté en vie. Que devait-il faire? Est-il le 8e homme évoqué encore une fois par le groupe État islamique? Seule certitude, après les attentats, il laisse la Seat noire qui sera retrouvée à Montreuil avec les armes à bord. On retrouve sa trace dans une voiture conduite par 2 hommes venus de Belgique, comme en atteste un passage à un péage routier vers 3 heures du matin. Il récupère Salah Abdeslam et retourne vers la Belgique. À 9h10, à Cambrai, ils sont contrôlés par des gendarmes. L'avis de recherche contre Salah Abdeslam n'a pas été lancé. Les gendarmes laissent repartir la voiture et Salah Abdeslam court toujours. Reste la 3e équipe, celle du Bataclan. Elle compte au moins 3 kamikazes. À 21h40, ils arrivent en face de la salle de spectacle avec une polo noire louée par Salah Abdeslam. Des 3 hommes qui ont commis le massacre, 2 sont identifiés, Ismail Omar Mostefaï et Sami Amimour, connus des services de renseignement. L'identité du 3e homme n'est à ce jour pas connue. Voilà, bonsoir Audrey Goutard. Si on a bien compris, il y a ce soir un homme, le 8e membre présumé de ces commandos terroristes, Salah Abdeslam, qui est en liberté quelque part en Europe. Exactement, exactement. Alors plusieurs mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. Je peux vous dire que les policiers sont sur les dents. Ce matin, les Belges ont cru pouvoir l'interpeller, mais non, il n'était pas à l'endroit indiqué. Donc en fait, ce que les enquêteurs craignent le plus, c'est qu'ils parviennent à franchir les frontières et parviennent à retourner en Syrie pour rejoindre les commanditaires des attentats. Ou pire encore, qu'ils se cachent quelque part et qu'avec l'aide de complices, ils ne commettent de nouveaux attentats. Merci Audrey. Alors que sait-on du parcours, du profil de ces 5 terroristes identifiés? Arnaud Comte, Cyril Za, Mathias Second. Moins de 3 jours après les attaques dans Paris, 5 des 8 terroristes sont formellement identifiés. Et ils sont tous français. Parmi les kamikazes de Bataclan, Sami Amimour, 28 ans, originaire de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Ce visage est celui d'un terroriste, mais aussi d'un ancien chauffeur de bus de la RATP, où Sami Amimour a travaillé durant 15 mois au service des Franciliens. Ses anciens collègues se souviennent très bien de lui. Là, on tombe vraiment des nues, sincèrement. Là, ça me fait bizarre. Je suis choqué parce que c'était quelqu'un vraiment d'adorable, qui était un peu comme moi, qui rigolait, Là, je sais plus quoi dire. Sami Amimour a presque toujours vécu chez ses parents, dans cet immeuble de banlieue parisienne, où le voisinage évoque un garçon plutôt discret et bien intégré dans son adolescence. À l'école, c'était un bon élève, il était vraiment calme. Et au fur et à mesure, il a commencé à se radicaliser au fur et à mesure. Il a commencé à
à aller à la mosquée de plus en plus, à se mettre dans un coin vraiment seul, se renfermer, quoi. Jusqu'au moment où ils sont venus un jour casser la porte chez lui un matin pour l'embarquer, quoi. Car Sami Amimour était déjà bien connu de la justice antiterroriste. Interpellé ici même en 2012 pour avoir projeté de partir combattre au Yémen. Placé sous contrôle judiciaire, il parvient à déjouer la surveillance des autorités l'année d'après, en 2013, pour rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. Depuis, Sami Amimour faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le deuxième kamikaze du Bataclan s'appelle Omar Ismail Mostefaï, 29 ans. Il a passé une partie de sa jeunesse dans l'un de ses pavillons à Chartres. Lui aussi a séjourné en Syrie en 2013 et 2014. Lui aussi était connu des services antiterroristes et de la justice. Condamné à 8 reprises pour des petits délits, mais jamais emprisonné. Le troisième kamikaze qui s'est fait exploser au Stade de France est Bilal Hadfi, jeune homme de 20 ans, résident belge, inconnu des services français, mais fiché en Belgique. Grand amateur de football, il se serait radicalisé en quelques mois à peine sur Internet, où il était en contact avec un membre du groupe État islamique, connu pour avoir posté une photo sourire aux lèvres, aux côtés d'un corps décapité, en Syrie. Brahim Abdeslam, 31 ans, est le 4e kamikaze français. Il est le frère aîné du seul terroriste encore en vie et actuellement recherché, Salah Abdeslam. La famille Abdeslam vit en Belgique, dans le quartier de Molenbeek, dans cette petite maison de ville, en périphérie de Bruxelles. Salah Abdeslam a notamment travaillé durant 4 ans jusqu'en 2011 comme technicien dans cet atelier où sont réparés les tramways bruxellois. Et je vous propose d'écouter un témoignage. Le propre frère de Salah Abdeslam, l'autre frère, il a été entendu longuement, puis totalement innocenté. Il n'avait pas vu ses frères depuis une semaine et se dit abasourdi. On l'écoute. En aucun cas, j'ai été lié de près ou de loin à une quelconque intervention de ce qui s'est passé vendredi 13 à Paris. Je suis un employé communal, effectivement, et cela depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Vous n'aviez rien remarqué chez vos frères? Absolument rien. Absolument rien. 2 frères aux attitudes normaux. Maintenant, pour ce qui concerne mon frère, nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve actuellement. Nous ne savons pas, avec les tensions qu'il y a, s'il ose se rendre ou pas à la justice. Mais vous devez savoir que il a grandi ici. Il a étudié ici. C'est un garçon tout à fait normal. Sachez que, voilà, moi et ma famille, nous sommes touchés par ce qui s'est passé. Nous avons appris ça par la télévision, comme beaucoup d'entre vous. Et nous ne pensions à aucun moment que l'un de mes frères était lié à cet attentat. Nous pensons effectivement aux victimes, aux familles des victimes. Mais vous devez comprendre aussi que nous avons une maman, nous avons une famille, et que ça reste malgré tout son enfant. Merci. Et autre information importante, le cerveau de ces attentats est identifié. Les enquêteurs en sont quasiment certains. C'est cet homme, Abdelhamid Abaoud, 28 ans, un Belge parti en Syrie, qui aurait commandité les attaques. Samassoula, Thomas Paga, Claire-Marie Denis. Abdelhamid Abaoud. Il est peut-être le cerveau des attentats. Ce Belge de 27 ans est aujourd'hui en Syrie. Il se filme au pays du djihad, comme s'il était en vacances. Accélère. La guerre, comme un jeu. Je peux savoir ce que vous faites avec une VR6 sur la terre du chien? Cet extrémiste le plus recherché d'Europe est bien connu des services français. Son nom apparaît même dans une procédure qui date d'août dernier. Devant le juge d'instruction, un djihadiste de retour de Syrie parle d'un projet d'attentat dans une salle de concert et désigne Abdelhamid Abaoud comme le commanditaire.
Originaire du quartier de Molenbeek en Belgique, il a fréquenté les deux frères Abdeslam. L'un s'est fait sauter boulevard Voltaire, l'autre, en fuite, est activement recherché. Et pour la justice belge, Abdelhamid Abaoud est à la tête de la cellule terroriste de Verviers, démantelée en janvier dernier. Sur les vidéos récupérées sur son propre portable par des journalistes belges, Abaoud, qui se fait aussi appeler Abou Omar el-Belgiki, filme ses propres exactions. Il combattait pour la démocratie, pour la laïcité. Il combattait pour l'argent. Il nous combattait car nous voulons appliquer la charia d'Allah. Le corps d'un combattant de l'armée syrienne libre. Plus loin, les corps de civils fauchés dans leur vie quotidienne. Ce jour-là, lui et ses acolytes, qui parlent aussi français, doivent ramasser les corps après un massacre. Aucun état d'âme ni humanité. Avant, subhanallah, on tractait des jet skis, des quads, des motocross, des grosses remorques remplies de bagages, remplies de cadeaux pour aller en vacances. Maintenant, alhamdoulilah, fisabilillah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les mourtad, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer maintenant. Toutes ces victimes sont musulmanes, mais à leurs yeux, ce sont des mécréants. Bonsoir Étienne Lénart. Autre élément d'information important, cet homme, la France a essayé de le tuer il y a quelques semaines. Oui, en fait, au début du mois d'octobre, il y a donc un peu plus d'un mois, les services de renseignement ont obtenu le témoignage d'un djihadiste français qui a été arrêté en Turquie. Cet homme a décrit aux policiers un centre d'entraînement dans la ville de Raqqa, donc le fief de l'État islamique en Syrie. C'est un centre d'entraînement enterré, souterrain, sur 4 étages, en sous-sol, et il a expliqué, cet homme, aux enquêteurs que plusieurs centaines de combattants étrangers, peut-être 2000, étaient formés là pour ensuite rentrer dans leur pays, commettre des attentats. Un enquêteur a employé pour nous expliquer le centre d'entraînement le terme de poulinière. Parmi ces combattants, il y avait beaucoup de djihadistes francophones et les autorités françaises n'ont pas tergiversé. Les frappes menées par nos appareils ont eu lieu le 9 octobre, donc, dans cette ville de Raqqa. Alors, on l'a dit, Abdelhamid Abaoud, c'est l'un des responsables de la formation de ces combattants. Est-ce qu'il se trouvait au moment de la frappe dans le bâtiment? C'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Mais s'il se confirme qu'il est bien le commanditaire, le superviseur de ces attentats de vendredi, à l'évidence, il n'a pas été neutralisé. Merci Étienne. Notez aussi qu'en France, les forces de l'ordre ont mené près de 170 perquisitions dans le cadre de l'état d'urgence à Lille, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, en région parisienne. Des armes ont été saisies et même un lance-roquettes. 23 personnes ont été interpellées dans la mouvance radicale, mais sans lien direct avec les attentats. Et puis, on s'arrête également sur cette autre information. Les empreintes digitales relevées sur l'un des kamikazes du Stade de France ont permis d'établir qu'il était entré en Europe via une île grecque avec le flot des migrants. Sophie Rodier, Marc de Chalvron, Philippe Maire. Voici la preuve que l'un des kamikazes du Stade de France s'est bien fait passer pour un migrant en demande d'asile. Ce document est officiel, c'est une fiche d'enregistrement. L'homme l'a remplie à son arrivée sur l'île de Léros. En haut à gauche, sa photo. À droite, ses empreintes. Elles correspondent bien à celles d'un des kamikazes. Aux autorités grecques, il a présenté ce faux passeport syrien avec une photo qui est bien la sienne, mais son nom, sa date de naissance, tout est faux. C'est ce faux passeport qui est retrouvé près de son corps au Stade de France. Alors, l'homme est-il syrien, irakien ou même français? Pour l'instant, les policiers n'en savent rien. Mais grâce à la fiche d'enregistrement, ils ont retracé son parcours. Le 3 octobre dernier, au large de l'île de Léros, une embarcation de fortune chavire non loin des côtes grecques. À bord, un groupe de migrants syriens. Ils seront secourus par les gardes-côtes. Parmi eux, cet homme. Comme les autres migrants, son identité et ses empreintes sont relevées dans ce bâtiment, puis enregistrées. Il quittera l'île 2 jours plus tard direction Athènes, puis la Serbie, la Croatie, enfin la Hongrie, d'où il disparaît des écrans radars. Des terroristes qui se mêlent aux milliers de migrants pour entrer en Europe, les autorités savaient que le risque existait. Dans quelles conditions cet homme a-t-il été admis sur cette île grecque? On retrouve à Léros notre envoyé spécial, Marc de Chalvron.
Vous pouvez le voir derrière moi, c'est ici que les migrants sont amenés sur l'île de Léros dès lors qu'ils arrivent ici. C'est ici que le terroriste, le kamikaze qui s'est fait exploser aux alentours du Stade de France est passé en octobre dernier dans un groupe de 100 migrants. Il s'est fait enregistrer par les autorités grecques, par la police grecque ici même, et vous pouvez le voir par le décor, les conditions de l'enregistrement en elles-mêmes sont extrêmement sommaires. Les policiers se déploient dès lors que les migrants arrivent. Et tous les interlocuteurs que nous avons pu croiser depuis que nous sommes arrivés ici nous le disent, il est impossible de contrôler le flot migratoire, de procéder à des vérifications poussées. Il n'y a que 8000 habitants sur cette île et il y a eu 32 000 migrants depuis le début de l'année, totalement impossible à contrôler. Ce scénario d'une dissimulation des migrants, c'était une des craintes des services de sécurité français depuis plusieurs mois. On l'a entendu, elle provoque une vive émotion. Sophie Brune, Arnaud Boutet, Mathieu Drejoux. Faut-il remettre en cause la politique française d'accueil des réfugiés? Après les attentats, certains responsables des Républicains demandent en tout cas un moratoire. Aujourd'hui, pendant la période d'état d'urgence, moi je réclame un moratoire, une suspension de cet accueil. Et au-delà, il faut une politique beaucoup plus déterminée pour arrêter le flux de ces migrants. Le Front National va plus loin et prône l'arrêt immédiat de tout accueil. On ne doit plus accepter l'accueil de migrants en France, on ne doit pas accepter de les répartir dans nos communes, il faut les renvoyer vers leur pays quand c'est possible, ou vers des campements à la frontière des pays en guerre dans les autres cas, et puis continuer à faire pression sur les pays voisins. Pour la gauche, au contraire, continuer l'accueil est un devoir moral. Nous savons bien que les colonnes de réfugiés ne sont pas des colonnes de terroristes, que ce sont des colonnes d'hommes, de femmes, d'enfants, de familles qui fuient les dictatures, qui fuient l'oppression, qui fuient la guerre, qui fuient les crimes, qui fuient la barbarie. Et cela, nous avons un devoir de les accueillir. Le PS souhaite mieux appliquer la politique européenne prévue par les accords de Schengen. Il a toujours été prévu depuis le début qu'en contrepartie de la suppression des contrôles aux frontières intérieures, non seulement on allait multiplier les contrôles aléatoires partout, sur tous les territoires, renforcer la coopération européenne et naturellement aussi renforcer les contrôles aux frontières extérieures. Pour l'instant, il n'est pas question d'infléchir la politique de la France qui s'est engagée à accueillir 30 000 réfugiés sur 2 ans. Je me tourne vers vous, Audrey Goutard. Les enquêteurs français ont la conviction qu'il s'agit d'une stratégie délibérée du groupe État islamique. Mais oui, parce que le plus étrange dans cette affaire, c'est que ce terroriste aurait pu passer par la Turquie pour rentrer discrètement en Europe. Eh ben non, il est passé par la Grèce, où il a laissé ses empreintes. Ensuite, il a été en Serbie, où il a fait une demande de statut de réfugié. Et enfin, lorsqu'il s'est fait exploser, il a bien laissé le passeport à ses côtés pour qu'on le remarque. Alors c'est l'hypothèse des enquêteurs. Ils pensent qu'effectivement, ça fait partie d'une stratégie pour créer la polémique, on le voit, et pour déstabiliser les autorités européennes. Merci Audrey. Et au final, ce qui apparaît au fil de l'enquête, c'est que la Belgique était bien la base arrière de ces attaques, et tout particulièrement la commune de Molenbeek, située dans les quartiers ouest de Bruxelles, une ville déjà montrée du doigt lors des précédents attentats. Nous avons voulu savoir pourquoi et comment. Regardez l'enquête d'Anne Charlottinet et Raphaël Durosel. Elle ressemble à une petite ville de province. Rue pavée, maisons en briques. Molenbeek est pourtant l'une des communes les plus défavorisées de Bruxelles. 28% de chômage et une communauté musulmane parmi les plus denses du pays. Ici, c'est comme au bled presque. Ouais, On est bien ici. Il y a un problème dans ce quartier ou est-ce que c'est un quartier qui va bien? Non. Oh, c'est tout, la drogue. Il y a du... C'est vrai? Oui. Pourquoi? Moi, j'aime pas grandir mes enfants ici. Car Molenbeek a mauvaise réputation. Trafic de drogue, d'armes, délinquance, mais aussi islam radical. L'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles, celui de l'attaque du Thalys, le commando derrière les attentats de Paris, tous sont passés par ici. Alors pourquoi Molenbeek? Quand on pose la question aux habitants... Madame, bonjour. Madame, est-ce qu'on peut vous parler de petites secondes? Difficile d'obtenir une réponse. On ne peut pas vous poser des questions sur le quartier? Non. Vous préférez pas? Pourquoi? Excusez-moi. D'accord. Ahmed El Hanous est un enfant de Molenbeek, désormais en charge de la sécurité à la mairie. Pour lui, si les djihadistes se concentrent à Molenbeek, c'est qu'ils trouvent ici des conditions idéales.
Nous avons une population dans les quartiers populaires où il y a une forte rotation. Vous savez que les loyers font partie des loyers les moins chers en région bruxelloise. Mais nous avons aussi une réalité, c'est que lorsque vous avez des personnes qui sont mal intentionnées, cherchent une masse pour pouvoir se fondre. Et Molenbeek est une commune par excellence. Vous savez, quand ces gens-là viennent à Molenbeek, ils ne viennent pas se faire domicilier au niveau de l'administration communale. Ils n'annoncent pas qu'ils viennent s'inscrire. Passer inaperçu. Les lieux de radicalisation sont eux aussi bien discrets. Attendez, ça c'est quoi en fait? C'est une habitation anodine qui n'a pas de statut légal. C'est une maison qui est occupée. Des gens qui en ont fait un lieu de prière et qu'on s'est retrouvé avec des extrémistes occupant les lieux, donc qui ont qui en quelque sorte sont appropriés les lieux. Il apparaît que toute une série de personnes qui ont été citées dans différentes affaires ont transité par cet endroit-là. Quand on a des gens de ce qui habitent pratiquement en face de la mairie, est-ce que les renseignements n'auraient pas pu détecter, alerter peut-être? Rien ne laissait transparaître vraiment des éléments précis à travers leur tenue vestimentaire, leur attitude, leur discours, qu'il y avait un processus de radicalisation qui était en cours. Rien. Molenbeek, une base arrière pour les djihadistes européens. Les commerçants de ce quartier refusent cette stigmatisation. On ne demande pas mieux que tout ça finisse, que tout ça cesse, parce que bon, de toute façon, on n'est pas au courant, nous, de ce qui peut bien se passer. Vous savez, c'est quand même Molenbeek qui est quand même une grande commune. Bon, vous pourriez avoir peut-être des cellules dormantes ou quoi que ce soit d'autre, que sais-je. Bon, mais se dire que peut-être votre voisin est quelqu'un qui potentiellement peut être un terroriste. On n'en sait rien, malheureusement, madame. Écoutez, ça c'est arrivé dans d'autres pays, c'est arrivé chez vous aussi en France. La municipalité a tardivement mis en place une cellule de déradicalisation, mais reconnaît avoir été dépassée par la situation. Est-ce qu'il y a eu défaillance? Oui. Il y a eu, de la part de qui? Je dirais qu'il y a eu une absence de politique publique d'intégration pour certains publics. Il faut que les radicaux et fondamentalistes se rendent compte qu'ils n'ont pas de place ici. Est-ce qu'il y a assez de moyens pour leur faire peur à ces terroristes? C'est pour ça qu'on attend des renforts de la part du fédéral. Des renforts et une prise de conscience un peu tardive, alors que les coups de filet se succèdent à Molenbeek, désormais considéré comme la plaque tournante du terrorisme islamiste en Europe. Bonsoir Valérie Lerouge, vous êtes en direct à Bruxelles. Comment expliquer tout de même ce qui ressemble à une forme d'indulgence ou d'impuissance, en tout cas des autorités belges, vis-à-vis de cette mouvance islamiste dans ces quartiers? Eh bien, il y a effectivement un peu de tolérance, d'indulgence et de négligence, je dirais. Tolérance, c'était même un peu le leitmotiv de l'ancien bourgmestre, le maire ici, qui a dirigé la ville durant 20 ans. Il se vantait d'avoir une ville ouverte, tolérante et pourfendait les discours répressifs. Indulgence, peut-être à l'égard de certaines mosquées clandestines au fond d'appartements et qui ont un discours très radical, mais au nom de la liberté d'association, eh bien, personne ne fait rien ou renvoie la balle vers la police fédérale. Enfin, négligence par rapport aux moyens humains octroyés à la brigade antiterroriste, par exemple. Un seul homme, et encore à mi-temps, peut s'occuper de surveiller Internet et les messages d'apologie du terrorisme. Alors, le ministre de l'Intérieur, hier, a reconnu qu'il y avait bien un problème Molenbeek, annoncé un plan très rapidement. Merci Valérie pour ces explications. Et après l'enquête, la réponse politique. Regardez cette image. Notre République n'est pas à la portée de misérables tueurs. C'est avec ces mots que le président de la République s'est adressé aux députés, aux sénateurs, réunis ensemble, ici à Versailles. Une procédure exceptionnelle. Il annonce la création de milliers d'emplois dans la police, la justice et une modification de la Constitution. Maryse Burgot, Julien Pelletier. Deux images solennelles. D'abord le visage grave de François Hollande dans ce long couloir du palais de Versailles. Monsieur le Président de la République! Puis cette Marseillaise, entonnée par les députés et sénateurs. François Hollande, offensif, affirme solennellement qu'il mènera une guerre sans merci contre les djihadistes. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Notre démocratie a triomphé d'adversaires bien plus redoutables en vérité que ces lâches assassins. Notre République n'est pas à la portée de méprisables tueurs. L'ennemi
use des moyens les plus vils, mais il n'est pas hors d'atteinte. Et pour gagner cette guerre, près de 8000 postes sont créés dans la police, la justice, la défense. Quant aux djihadistes, s'ils sont binationaux, ils pourront être déchus plus facilement de leur nationalité française et ce n'est pas tout. Nous devons pouvoir expulser plus rapidement les étrangers qui représentent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.